mesdames, messieurs, à cette énième superbe dégustation dans le cadre de Montréal Passion Vin. Merci beaucoup aussi à notre partenaire pour cette dégustation, Brocolini, de nous aider à rendre toutes ces magnifiques dégustations possibles. Bienvenue, Albéric Bichot. Et je crois que c'est important de souligner que on en est à la combienième édition? 13e? Denis Marchand me confirmait juste à l'instant qu'à la toute première édition, alors que personne ne connaissait Montréal Passion Vin, pas beaucoup de gens y croyaient probablement, le frère d'Albéric Bichot, Christophe, était parmi nous, donc un des tout premiers artisans reçus à Montréal Passion Vin. Donc merci beaucoup, la Maison Bichot, de votre soutien au travers de toutes ces années. On est vraiment ravis d'être là, je crois, avec Madame Rivet, Véronique. Véronique. Donc là, c'est un petit déjeuner à la bourguignonne. C'est un peu ce qui se passe chez nous tous les matins, le samedi. Donc pour ceux qui ont eu du cappuccino avant, rincez-vous un petit peu. Donc là, on va découvrir, ou redécouvrir pour certains d'entre vous, deux vins assez emblématiques pour nous, en tout cas, qui sont le Chablis Grand Cru La Moutonne et puis le Clos Vougeot. Là, il y a un petit film là, qui est en train de passer. C'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance bourguignonne de Pommard, de Beaune, de Nuit Saint-Georges. Là, c'est un petit peu d'histoire. Je me lève un peu pour regarder ce qui se passe. Donc, 1831, c'était mon ancêtre qui avait fondé la société. Là, c'est mon père qui est toujours en vie. Là, c'était moi, il y a quand même quelques années, oui. Donc, 6 générations d'alcooliques de père en fils, mais on se soigne. Qui s'assume. Donc là, j'ai vraiment insisté auprès de l'organisation pour qu'on voit surtout les hommes, les têtes, parce que derrière tous ces vins, bien sûr, il y a des terroirs, on en reparlera, mais il y a surtout l'homme qui est là, même s'il bosse qu'à 5% de ce qu'il y a dans le verre, il est important. Voilà la moutonne là qu'on va voir, ça c'était la cousine de Véronique, tout à l'heure. Non. Voilà, donc il y a du savoir-faire, il y a de l'exigence, puis il y a surtout de la passion, et c'est pour ça que Montréal Passion Vin et Passion Bourgogne, ça va bien ensemble. Là, c'est là où on fait le vin, en fait. Donc là, sur la côte de Nuit, ça c'est à Pommard. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont venus, vous reconnaîtrez la cuisine. Enfin, là, ça y est, c'est le Pinot Noir qui arrive. Domaine Adélie, Adélie, c'est ma fille. On écrit déjà la 7e génération, j'espère. Alain Cerveau, notre directeur technique, là, regardez comme il fait bien. Là, moi, là, c'était un peu acide. Ça, c'est la vigne de la Moutonne. Vous voyez? Alors, on presse les raisins pneumatiquement. Ça, c'est... Mais oui, c'est lui, ça c'est le vinificateur du domaine. Ça c'est Yves qui s'occupe, lui, de l'élevage des blancs, surtout des Pouilly Fussé. Ça c'est Cyril, là aussi très inspiré. C'était il y a quelques années. On est dans la cuverie, là on revient dans la Côte de Beaune, on est à Pommard. Vous voyez, tout le monde a l'air très content, le patron surtout, là. C'était une petite récolte malgré tout. Voilà, tout est coupé à la main. On met tout ça dans des petites caisses, on va trier. Parfois, il faut trier quand même si c'est pas assez mûr, si c'est trop mûr, s'il y a un petit peu de pourri. Donc voilà, c'est l'art de combiner les techniques modernes et traditionnelles. J'en reviens pas. On revient à la tradition. Ça, c'est des caves du XVe siècle, du XVIe siècle. Très important pour vraiment bien élever le vin. C'est comme les enfants. C'est pas juste qu'ils sont bien nés, mais il faut bien les élever pour ensuite les lâcher dans les verres. Puis alors là, c'est tous les prix qu'on a eus, mais c'est pas possible. World Decanter, Best Red Winemaker, Best White. Véronique, je suis très gêné. Ça me gêne quand même. Faut l'assumer. Alors, on assume aussi la gamme. Hein, c'est toute la Bourgogne, c'est plein de terroirs différents. C'est des échezeaux, des bonnes romanées mal consorts, des cortons, des alos, des moutonnes, du Chablis Grand Cru, des blanchots, des bougros. Là, j'étale, parce que le bourguignon, moins il en a, plus il en étale. De toute façon, c'est comme la confiture, vous voyez. Tout ça pour dire qu'on essaye d'être un petit peu un révélateur et puis montrer toute cette mosaïque de terroirs qui fait la Bourgogne. C'est le Clos des Maréchaudes. C'est un petit clos d'1 demi-hectare en monopole. Venez partager notre trésor, il ne faut pas trop souvent. Et puis, bon, venez quand même. Venez. Ben, merci d'être ici aujourd'hui, de le partager avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être important de mentionner, puis c'est intéressant les images que vous avez choisies. Hein. On parle souvent de terroir, justement le sous-sol, le climat, les expositions. Mais dans la présentation, il y a beaucoup de gens, d'humains, hein, des hommes et des femmes. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une partie intégrante du terroir.
c'est les accoucheurs de terroir, hein, donc l'influence de l'homme dans tout ça, à laquelle vous tenez, c'est évident. Peut-être mentionner justement que c'est important pour la Maison Bichot aussi que vous êtes un peu partout à travers la Bourgogne, mais que vous avez aussi, vous n'avez pas juste une cuverie ou un chai où tout se déroule, vous êtes un peu partout dans le vignoble. On est un petit peu atypique en fait en Bourgogne parce que ça fait longtemps qu'on y est, et puis on subit, mais avec bonheur, tous les hasards de l'histoire. Si je reprends depuis à peu près 200 ans, il s'est quand même passé plein de choses entre l'ancêtre et puis aujourd'hui. Mais dans les grandes étapes, ce qui avait commencé à bien nous couper les pattes, c'était le phylloxéra à la fin du 19e siècle. Donc là, on n'avait plus une vigne, plus rien. Là, l'arrière-arrière-grand-père avait repris des vignes. Puis la Première Guerre est arrivée, ils ont tout perdu. Il y a eu l'entre-deux-guerres, puis il y a eu la crise de 29, et puis il y a eu la Deuxième Guerre, et puis la collaboration pour certains, et puis d'autres qui étaient résistants. Nous, on était plutôt un peu résistants, donc on a tout perdu les vignes. Et on a recommencé que dans les années 60. À revenir pour contrôler, entre guillemets, l'amont, et puis recommencer à racheter des vignes avec ce qui restait. Donc les domaines qu'on a aujourd'hui, qui sont le domaine Langue-de-Paquis à Chablis, le domaine du Clos Frantin à Nuit-Saint-Georges, le domaine du Pavillon à Pommard, et puis le dernier en date, le domaine Adélie à Mercurey. Voilà, tout ça, ça date, c'est pas si ancien que ça a moins de 50 ans. Mais on croit toujours que tout le monde voulait de la vigne dans le passé, mais c'était pas un métier noble à l'époque que de travailler la vigne, de suer le burnou et puis d'avoir des grosses gouttes sur le front pendant l'été. C'était plus le métier du commerce qui était valorisant. Or, bien heureusement, tout ça a changé. Et maintenant, voilà, on a donc nos entités avec nos équipes dédiées qui s'occupent de la vigne jusqu'à quasiment la mise en bouteille. C'est pas la grosse mono American Winery, il n'y a pas d'américain. Avec un gourou, tout ça. Non, nous, c'est des équipes dédiées, des amoureux du vin. Ils sont tous issus de familles de vignerons. Et puis, un peu comme disait l'ami Michel Chapoutier hier, voilà, on écrit une musique et puis il y a un chef d'orchestre et puis après, c'est des artistes qui parlent. Avec des bons instruments qui sont les terroirs et les raisins. Puis aujourd'hui, on a l'immense bonheur de goûter deux crus de votre maison qui sont assez particuliers. Deux vins très uniques de par leur situation. Donc le Chablis Grand Cru La Moutonne et puis le Clos de Vougeot, domaine du Clos Frantin. On va commencer par les Chablis. Albéric tenait à ce qu'on serve les trois assez rapidement pour pouvoir comparer. Hein. C'est vrai que c'est ce qui est amusant quand on a plusieurs millésimes sous le nez, de pouvoir les comparer. Donc, on va vous servir les trois assez rapidement. J'aime beaucoup quand on parle de Chablis, ça me rappelle toujours à une époque où je travaillais dans la vente au détail, une cliente qui était venue me voir puis qui avait dit « Là, j'en ai ras-le-bol des chardonnays, là, propose-moi un Chablis. » J'aime beaucoup cette citation parce que pour moi, ça prouve à quel point à Chablis, c'est vraiment un terroir qui sublime le cépage. Hein? Quand on parle de Chablis, on parle de Chablis beaucoup plus que de Chardonnay. De toute façon, pour beaucoup de vignerons dans le monde qui se préoccupent de terroir, une expression variétale, c'est parfois presque considéré comme un échec quand le cépage prend le dessus sur le terroir. Mais à Chablis, on a vraiment un terroir qui prend le dessus, qui donne sa marque. Qui devrait parler, là, on devrait le voir, mais c'est vrai qu'on nous reproche souvent à nous les Bourguignons, mais pourquoi vous ne mettez pas vos cépages sur vos étiquettes? Pourquoi vous ne dites pas Romanée Saint-Vivant, c'est du Pinot Noir, la Romanée Conti, c'est du Pinot Noir, ou... Enfin, ça, on s'en fiche à la limite que ce soit du Pinot Noir. C'est bien sûr la base, mais si on réduit le vin au Pinot Noir, ça manque un petit peu de sublimation, justement. Et donc, particulièrement le Grand Cru de la Moutonne, hein, si vous connaissez les Grands Crus de Chablis, la Moutonne, c'est pas un des 7 Grands Crus de Chablis. Non, ça c'est un petit clin d'œil à l'histoire. Chablis, c'est à peu près 2600 hectares de vignes. Au milieu de ces 2600, il y a 100 hectares de Grands Crus. C'est peu et beaucoup, c'est surtout peu en fait. Et tout ça dans un même amphithéâtre et 3 collines successives. Donc c'est une immense parcelle, le Chablis Grand Cru. Puis là, il y a des sous-climats. Il y en a 7. Les Preuses, les Valmures, les Clos, les Blanchots, les Bougreaux et les Grenouilles. Et j'en oublie un. Vos désirs. Et les Vos désirs, c'est là où il y a la Moutonne, justement. La Moutonne, c'est un vignoble qui a plus de 600 ans. Comme le Clos Vougeot, c'était un vin d'abbaye. C'était les moines qui avaient travaillé la vigne.
D'ailleurs, pour la petite histoire, mais dont on n'est pas forcément très sûr, pourquoi ça s'appelle la moutonne, on n'a jamais bien compris pourquoi. Des gens disent que les moines, justement, quand ils buvaient un petit peu trop de moutonne, qui était un pisatif léger, ils sautaient le soir comme des petits moutons. Bon, ça, c'est une des explications. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, je le répète. Ou alors, ça c'est peut-être plus probable, c'est quand ils partaient travailler à la ville, les moines, ils avaient leur robe de bure blanche, et puis on les voyait effectivement dans le coteau assez pentu, en plus de la moutonne, ça faisait comme des petits moutons. Là, je veux bien y croire. Ou parfois, au printemps, ça j'y crois aussi, c'est là où la brume part le plus vite le matin, parce qu'il y a le soleil, c'est très bien exposé, et on voit ces petits nuages blancs qui s'accrochent au sommet de la colline, et ça fait un peu comme la mer qui moutonne. Moi, ça me va bien. Bon, tout ça pour dire que les verres sont pleins. On va attaquer dans le dur, là. Donc la moutonne, vous disiez que il y a eu une demande d'appellation de reconnaissance Grand Cru, mais oui, ça en peut tomber, 1951, pour que ce soit reconnu comme un climat. Puis il y a eu d'autres événements qui ont fait que ça s'est jamais fait. Mais à la limite, peu importe, quoi. Peu importe. Donc ça fait pas... Il n'y a pas la moutonne n'est pas comme un 8e Grand Cru, hein, mais c'est un lieu-dit à l'intérieur des Grands Crus, qui est principalement sur vos désirs. C'est pas le 8e Grand Cru, c'est le premier Grand Cru. Parce que c'est dans un amphithéâtre, mais c'est un cirque, et c'est au cœur même du Chablis Grand Cru Vos Désirs. C'est très très délimité, hein. C'est 2 hectares 32 précisément, 2 hectares sur les Vos Désirs, un petit peu en haut à gauche, qui mange sur les Preuses. Mais c'est pas 2 hectares 50, non, c'est 2 hectares 32. Et c'est un monopole. Et c'est un monopole. En fait, il y a eu 3 propriétaires en 600 ans. Il y a eu les moines jusqu'à la Révolution française, et puis après, confiscation des biens, bon, on est d'accord ou pas d'accord, les têtes sont tombées, et le père abbé, qui s'appelait Simon de Paquis, père abbé de l'abbaye, on dit en France, il a baissé son froc. Bon, il est parti de l'abbaye, et il est parti avec la moutonne. Ah, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Ça, c'est une autre version de la moutonne qu'on ne connaissait pas. Il s'est marié, il a eu des enfants, et il y a eu toute la famille de Paquis, jusqu'en 1968, date à laquelle on a racheté la moutonne à la famille de Paquis. Donc vive les moines. Vive les moines. Ah, ben oui, qu'est-ce que serait la Bourgogne sans les moines, hein? Donc, trois millésimes à comparer ce matin, le 2010, le 2008 et le 2006, qui s'en vient aussi. Peut-être un petit mot rapidement sur les millésimes. 2010, c'est probablement le plus grand millésime des 20 dernières années à Chablis, par la pureté. On a eu tout ce qu'il fallait. Le beau temps, la belle floraison, un été pas trop sec, ni trop sec, ni trop humide. On a commencé les vendanges à la moutonne, c'était déjà le 20 septembre, ce qui montre que on avait bien attendu, donc ça a bien mûri. Et normalement, on doit avoir quelque chose d'assez cristallin, assez droit, assez concentré. Alors que le 2008, vous verrez qu'il est un millésime beaucoup plus difficile. On est plus sur des touches d'amertume. Enfin, je dis comme si je... Non, il faut le goûter quand même. Et le 2006 qu'on vous sert présentement en carafe, c'est parce que c'était des magnums, hein, donc qu'on a mis en carafe pour faciliter le service. Moi, je crache pas, vous faites ce que vous voulez. Les grands Chablis, ils ont ce côté un petit peu, on dit salin, iodé. Vous savez, ça sent un petit peu comme vous revenez de la pêche là sur un petit port en Bretagne, vous fermez les yeux, voilà. Ces petits côtés, voilà, salé, ça sent un peu la mer. C'est ça. Les sols chiméridiens. C'est le sol chiméridien. Le chiméridien, c'était on ne va pas rentrer peut-être trop dans les détails, mais c'était une ère géologique, une sous-ère géologique du Jurassique supérieur. Et c'est à cette date-là que la mer, qui était dans le centre de la France, s'est retirée. Alors, peu à peu, elle est partie, et puis elle a laissé des sédiments, des marnes, des marnes organiques. Donc, c'était toutes les algues, etc. Et puis, tous les petits fossiles. Quand vous allez venir à Chablis,
on ira dans ces grands crus, et puis juste en grattant un peu, on prend des morceaux de marne comme ça, on pense que c'est friable, mais en fait c'est très dur, et qu'est-ce qu'on y voit? Plein de petits fossiles, des petites huîtres qu'on appelle les Ostrea virgula. Bon, c'est les latins qui ont décidé ça comme ça. Et plus c'est concentré, plus ces teneurs en chiméridien est concentré, plus on a ce côté si droit, si voilà, cristallin et salé, quoi. Et quand on prend les 4 niveaux d'appellation dans le Chablis, hein, on commence par petit Chablis, les Chablis premiers crus, les grands crus, et bien plus on est vers le petit Chablis, moins il y a de chiméridien. Et là, en ayant fait des forages, des sondages, on s'est aperçu, même si on s'en doutait, que c'est là, dans la Moutonne, où il y a la roche-mère, déjà la fleur, il y a 30 cm de terre, et c'est là où il y a une concentration incroyable de chiméridien. Donc il n'y a pas de secret, les moines, ils ne se trompaient pas, de toute façon. Oui, parce que les moines, c'est quand même eux qui ont défriché la Bourgogne. Ils avaient besoin de vin, parce qu'il fallait quand même un petit peu arsouiller, mais c'était surtout pour la messe, disait-il. Et puis, l'eau n'était pas très bonne à l'époque. Donc souvent, on la coupait de vin pour ne pas s'intoxiquer. Pasteur l'a dit, hein, le vin est la plus saine des boissons, la plus hygiénique des boissons. En tout cas, le vin est meilleur que l'eau. Point à la ligne, oui. Mais buvez de l'eau quand même. En buvant du vin, je vous rappelle, il y a quand même 86% d'eau dans le vin. Donc quand vos femmes, vous dites arrêtez de boire de l'eau. Ah ma chérie, ma femme est là, donc Constance. Je bois de l'eau tous les jours, je te promets. C'est vrai, non? L'eau dans le vin. Bah oui. Ouais. Et on en était, oui. Non, mais ce caractère-là, dont vous parliez côté salin, un peu iodé, j'avoue que c'est aussi, quand on fait des dégustations à l'aveugle, c'est un petit peu un cadeau du ciel, parce que c'est tellement facile à identifier. Hein? Le Chablis, justement, a une expression tellement typique, qui vient du terroir, qui vient de ces sols chiméridgiens, de ces fossiles d'huîtres, qui donne ce côté-là presque marin. Puis toujours un petit côté, mais ça, je ne sais pas si... là, il n'y a pas de fermentation malolactique dans ces vins-là. C'est une question. Ah si. OK. Ouais. Ouais. Ah oui. Et parce qu'il y a souvent un petit côté aussi, c'est pas très poétique ou romantique, là, mais je trouve souvent un petit côté qui rappelle presque la croûte de fromage, hein, la croûte de camembert, qui... Ça, je sais pas, ça vient probablement de la fermentation malolactique. Pardon? Vous voulez que je remette mes chaussures? Non, mais pas le côté, il y a un côté lacté, oui, mais qui est typique au Chablis, que je retrouve pas dans des chardonnays d'ailleurs. Mais bon, là, hein, quand on déguste, on a chacun nos références. Mais moi, ce mélange-là d'un peu de croûte de camembert et de côté iodé, salé, c'est génial quand on trouve ça dans un verre à l'aveugle, parce que je sais tout de suite où je suis. Mais c'est plutôt fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Non, je dis ça parce que vin blanc et fromage, ça va quand même vraiment très bien. Très bien ensemble. Hier, Michel Chapoutier parlait de mariage. Ben ça va très bien avec des fromages secs. Alors, en parlant de mariage, je ne vais pas refaire ce qu'il a dit hier, mais nous, en Bourgogne, on est monocépage, monogame. Non, mais... Et c'est pas monotone du tout. Enfin, ça peut être moutonne, mais... Bon. Ma femme peut témoigner, hein. Là, en vinification... On est vous sentez, il n'y a pas de fût, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de... Alors on fait un petit élevage en bois pour la moitié même pas un tiers de la production, des fûts, même un petit peu, enfin c'est pas des petits fûts, c'est plutôt des gros fûts, pour la micro-oxygénalisation qui permettra au vin de tenir dans le temps. Le but, c'est pas du tout de boiser le vin. Donc normalement, là, il n'y a pas de boisé. Là, moi, j'ai le 2008, on l'avait d'ailleurs on l'a goûté avant plusieurs fois, parce que moi, j'ai un 2008 un petit peu mielé. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc là, il y a une petite déviation aromatique. C'était un millésime assez fragile. Alors, il est très différent du 10 et du 6. Voilà, c'est un petit peu un défaut quand même par rapport à ce qui pourrait être. Mais c'est 2008, c'était un millésime fragile, assez solaire, un peu de surmaturité. Le contraste est flagrant avec le 2010, hein, qui est super droit, qui est très pur, qui est très minéral.
2008, il est un petit peu, oui, mielé, beurré, brioché, alors que le 2006, il est d'une fraîcheur absolue, quoi. Mais le 2006 aussi, on sent qu'il a commencé à prendre Il commence à prendre sa place. Hein? Ouais. Et la moutonne, elle a toujours besoin de temps pour s'exprimer. Dans les 2-3 premières années, elle est toujours très fermée. Alors qu'un beau désir ou un clos, ça va être beaucoup plus exubérant. Donc elle est discrète, puis peu à peu, voilà, elle va faire son petit chemin. 2006, là, ça fait 8 ans déjà. Ouais. Bon, il y a encore de la capacité de garde sans problème. Mais là, même avec un petit risotto... Hier, il parlait de pâtes fourrées aux truffes et foie gras. Truffes et foie gras. Ça a marqué beaucoup de gens, je pense. Mais ouais, un risotto aux fruits de mer. Oui. Hein? Quelque chose, toujours les produits de la mer, hein? Le lien avec tout ce qui est salé, iodé, avec des huîtres, le chablis et des huîtres. Quel bonheur. Puis ça aussi, ça fait un bon déjeuner. Vous avez... Bichot est propriétaire de la moutonne depuis quelle année, vous avez dit? 1967. 1967. Et vos plus vieilles bouteilles que vous avez encore de la moutonne? On a des 54. Donc, du propriétaire d'avant? Oui, c'est ça. Et sa tenue dans le temps? Pas toutes, pas toutes. En général, les vignerons, quand ils ont des vieilles bouteilles, il y a deux raisons. Soit c'était vraiment pas bon, mais dégueulasse, ils les ont pas vendus, puis ils vous les resserrent... Soit c'était vraiment très bon, ils les ont bien gardés. Mais les millésimes intermédiaires, en général, on ne les garde pas. Mais ma question, c'était plus, ça se garde comment? Évidemment, il y a toujours l'effet millésime, mais parce qu'on considère quand même Chablis comme un vin qui a un grand potentiel de garde. Sur la moutonne, ça ressemble à quoi? Parmi les très vieux millésimes que vous avez, qu'est-ce qui est encore Il va garder le côté iodé, ça garde. Et après, ça va partir sur des notes de champignons frais, d'arômes de sous-bois. Voilà, des Chablis grands crus, enfin, où la moutonne, c'est un peu allez, soyons modestes, c'est un peu le Montrachet de la Côte de Beaune, quoi. Dans le genre de capacité de garde. Ah, quelqu'un nous dit souvent mieux parce que c'est moins lourd, hein, plus droit. Mais ça garde, comme disait Albéric, toujours cette minéralité, le côté salin, hein, malgré le fait que ça prend de l'ampleur, puis ça développe des arômes tertiaires, évidemment, avec le vieillissement. Il y a toujours cette signature-là, hein, du sol calcaire, là, sa minéralité, son côté iodé, qui contribue justement à garder beaucoup de fraîcheur dans le temps. C'est pas quelque chose qui devient lourd. Non, du tout, parce qu'il y a toutes ces petites notes florales de fleurs blanches, hein, des petites touches, un petit peu le lys. Le lys, parfois, il est assez entêtant, mais là, je le trouve assez discret. C'est floral. Donc, 2008, un millésime un peu plus difficile, vous disiez? Un petit peu plus difficile parce que les vins étaient assez instables. Instables. Et 2006, par contre, semble avoir gardé toute sa droiture. 2006, il y avait eu un hiver assez froid et puis un été très doux. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'acidité. Bien que là, il a une belle tension, et ça, on l'avait vendangé très très tôt. Parce qu'on ne va pas chercher forcément le degré alcoolique. Ce n'est pas la peine de faire des vins à 13, 13,5 ou 14. On va chercher l'équilibre entre l'acidité, la maturité, donc l'alcool, et puis surtout la maturité des pépins, de la rafle aussi, ce qu'on appelle la maturité phénolique. C'est comme un tabouret, il y a trois pieds, puis il y a un pied qui ne va pas, on est un peu bancal, quoi. Et cette année-là, en 2006, très bel équilibre. C'était le pied. C'est ça, oui. C'est les 3 pieds. Oui. Est-ce que vous cherchez encore à acheter des domaines? Parce que je pense qu'arriver avec nos amis, il y a des gens, comme chaque pays, c'est parce qu'on a vu d'autres régions en Bourgogne, qui sont passées en Chine. La question est de savoir si la famille Bichot cherche toujours à acquérir d'autres domaines, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans le vignoble bourguignon ces dernières années. Il se passe des choses qui nous honorent, mais qui nous contrarient au bout du compte. Parce que voilà, dans les 10 dernières années, un peu comme d'autres régions françaises, il y a des investisseurs qui sont arrivés, mais pour investir, pour eux, c'est du patrimonial, c'est du très long terme.
Alors nous, c'est notre outil de travail, c'est avec ça que voilà, qu'on vit, qu'on va essayer de perpétuer la tradition. Donc non, on peut malheureusement pas aujourd'hui ou plus acheter des vignes. Alors ce qu'on va essayer, c'est de les louer à ces gens qui arrivent pour au moins avoir les raisins et puis faire du vin. Alors le but du bourguignon, de 95% des bourguignons, je pense à mes amis de Meursault, à Gevrey, partout, c'est pas des capitalistes qui sont là pour engranger, puis aller vendre le domaine, et puis aller vivre à Montréal, par exemple, pour tout claquer. Non, non. Le but, c'est quand même, c'est la transmission. Alors, plus la valeur des terres va être élevée, plus vous allez être taxé toute votre vie, plus quand vous allez transmettre, parce qu'en France, on a des drôles de systèmes fiscaux de transmission de patrimoine. Voilà, ça fait qu'il y a des domaines qui sont à vendre parce qu'il faut payer les droits. Donc voilà, monsieur Dugenou, il a ses 3 enfants, il y en a un qui ne veut pas y travailler, 2 qui voudraient bien, mais il faut qu'ils vendent un quart ou un tiers de tout ça pour payer les droits. Puis ça crée des tensions, puis ça fout le bazar. Donc on regrette de ne pas pouvoir s'étendre un peu plus pour l'instant. Et sans parler aussi évidemment de l'effet, on pourrait en parler brièvement, les dernières années, il y a eu des millésimes extrêmement difficiles. Hein. On pense à tous les orages de grêle là, qui ont dévasté des régions en Bourgogne, en Loire aussi, mais en Bourgogne là, de façon assez catastrophique pour un petit propriétaire. Une année où on perd sa récolte, ça peut aller, mais 2 ou 3 ans d'affilée... C'est très dur. Là, il y a eu effectivement 3 années difficiles, surtout dans mon village de Pommard. Hein. C'est un petit village de 400 habitants où on est une vingtaine de viticulteurs. Là, on a extrêmement souffert. Grêlé 3 ans de suite. Cette année, là, c'était un samedi, on était à la maison. Là, il y a eu 3 minutes de grêle et d'une tornade, d'un vent incroyable qui a cassé plus d'une quinzaine de carreaux à la maison. Mais en 3 minutes, voilà, la moitié de la récolte était partie. Et heureusement, la vigne, les rangs étaient plantés dans le sens du vent. Donc voilà, c'est juste les grêlons vont pas effleurer parce qu'ils tapent quand même les raisins. Alors que si vous êtes planté dans l'autre sens, alors là c'est tout qui est détruit. L'année d'avant, on avait perdu 70% de la récolte dans le clos des Ursulines à Pommard. On a un petit bout de clos des Mouches à côté de nos amis de Rouen. Là c'est 100% de la récolte. On n'a pas fait une bouteille de clos des Mouches blanc en 2013. Et 2012, il y avait eu encore la grêle. Donc on imagine pour les tout petits propriétaires, ça peut être fatal. Pour les petits, les moyens, les gros, c'est vraiment dur. Là où c'est le plus dur, c'est pour ceux qui ne possèdent pas la terre, mais qui la louent, et qui la louent avec un loyer. Et parfois, le loyer, il n'est même pas couvert par la production. Et là c'est dur et c'est sauvage. Ouais. On va passer à des choses plus joyeuses. Oui, mais ça fait partie en même temps de notre métier, de notre passion. Voilà, la passion, elle reste intacte malgré tout. On vit avec la nature toute l'année. Alors c'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais il faut regarder devant. On reste complètement dépendant de oui, la et puis nature. en général, même si un domaine viticole en Bourgogne, la moyenne c'est 6 hectares sur 9 appellations, ça veut dire qu'on est quand même assez éclaté. Même les gens de Pommard, ils ont un petit peu de vigne à Beaune ou un petit peu à Meursault, parfois une petite parcelle à Gevrey. Donc on n'est jamais complètement nettoyé, raclé et soré, quoi. C'est l'avantage de la morcellisation, du morcellement, merci, du vignoble. Ça, c'est des avantages aussi. On va continuer, on va passer au rouge. Et on passe là aussi sur autant la moutonne est un cas unique à Chablis. Le Clos de Vougeot l'est tout autant pour plein de raisons. On cite souvent le Clos de Vougeot, qui est le plus grand cru de la Côte de Nuit. On parle près de 50 hectares, 45, 48. Un petit peu moins, voilà, on est dans les 45 hectares. Donc le plus grand cru de la Côte de Nuit, aussi particulier au niveau de la commune, parce que Vougeot, c'est la commune en Bourgogne où presque tout le territoire de la commune est couvert par des premiers et des grands crus, donc très très peu en appellation village par rapport à d'autres communes. Aujourd'hui, c'est sur cette grande parcelle qu'est le Clos de Vougeot, 45-48 hectares, mais il y a plus de 80 propriétaires. On cite souvent cet exemple-là justement pour démontrer à quel point le vignoble bourguignon est morcelé. Et parce que c'est un grand cru, il y a évidemment énormément de disparités, de différences au niveau des terroirs, des expositions, des pentes à l'intérieur du grand cru.
On fait souvent la différence, en tout cas c'est plus ou moins reconnu que les parcelles du haut, hein, qui sont plus près de Musigny, des Échezeaux, sont considérées les meilleures. Il y a un meilleur drainage, des sols plus pauvres, et que les parcelles du bas, parce que c'est un des rares grands crus qui va aussi loin, là, près de la route nationale, sont considérées moins bonnes, hein, des terroirs où ça stagne un peu plus. Encore une fois, ce sont des généralisations. Il faut faire attention, hein, dans le vin comme dans bien d'autres choses, faire attention aux généralisations, mais c'est un fait plus ou moins reconnu. Quand on regarde, c'est fascinant de regarder la carte de Claude Vougeot et comment le morcellement justement entre les différentes propriétés. Et ce qui est très particulier du Clos de Frentin, et vous me corrigerez, mais je crois que c'est unique au Clos de Frentin, c'est une parcelle hyper étroite. Hein, c'est pas du tout un carré, ça a l'air de 2 rangs de vignes, mais sur toute la longueur. Et c'est la seule, je crois, vous êtes la seule propriété où vous avez vraiment, votre parcelle va du haut au bas et couvre l'entité du Clos de Vougeot. Ça fait un petit peu moins d'1 hectare, donc voilà, il y a 7-8 rangs, et puis après on monte, pour arriver dans le Grand Échezeaux, puis l'Échezeaux. Et en fait, on fera ça la prochaine fois. On fera la différence entre l'Échezeaux, Grand Échezeaux et Clos Vougeot, tout dans la même veine. Si vous voulez bien me réinviter. Monsieur le Président de Montréal Passion Vin, vous avez entendu? Dès l'an prochain. Mais est-ce que vous séparez, vous mélangez complètement ce que vous avez en bas, en haut? Alors, on le vinifie séparément, mais après, il faut l'assembler. Et même si le bas est parfois moins noble, eh ben, dans les années très sèches, on est bien content de l'avoir. Ou quand il y a beaucoup de millerans, ou s'il y a eu de la coulure, on est content d'avoir le bas du Clos Vougeot. C'est des terres un petit peu, effectivement, plus argileuses. C'est ce qui lui donne son côté assez costaud, avec des bonnes épaules assez carrées. Et puis, plus on monte, plus on va tomber là dans l'élégance. Alors, le Clos Vougeot, il n'est pas connu pour être... c'est pas le plus élégant de tous les grands crus. Mais effectivement, plus on monte vers le haut, plus on touche les Grands Échezeaux, et puis, effectivement, le Musigny. Le Clos Vougeot, il est pas emprisonné, mais il est entre le village de Bonne-Romanée et le village de Chambol. Donc Bonne-Romanée, hein, rêvons un peu, c'est le Richebourg, la Romanée-Conti, la Romanée Saint-Vivant, le Bonne-Romanée premier cru des Malconsorts, la Tâche, et puis de l'autre côté, donc vers Chambol, c'est le Musigny, les petits Musigny, Chambol premier cru, les Amoureuses. Ça, c'est de la musique, hein, d'entendre les crus de Bourgogne. Un autre petit terroir là qu'on a découvert qui s'appelle les Chabiots. Les Chabiots, c'est 1,4 hectares, c'est rien. Et ça touche les Amoureuses et le Grand Musigny. On en fait un peu. Il y a 3 propriétaires, dont la famille Cerveau, le domaine Cerveau, et Alain Cerveau, qui est notre directeur technique là, depuis des années. Enfin, c'est quasiment mon cousin maintenant. Donc on lui achète tous ses raisins maintenant. C'est bon. Puis c'est moins cher que le Musigny, tu vois. Donc là, peut-être 3 mots pour comparer justement, 3 mots, quelques mots sur les 3 millésimes. Donc, le Clos de Frentin, on a le 2010, le 2008 et le 2005. Donc, on a parlé du 2010 hein, à Chablis, mais un peu partout en Bourgogne aussi, un millésime assez exceptionnel. Exceptionnel, mais on a eu un hiver, mais terrible. Depuis le mois de décembre 2009 jusqu'en février 2010, c'était l'hiver le plus froid depuis plus de 25 ans ou 30 ans. On a atteint des températures qui pour vous sont peut-être pas exceptionnelles, mais nous, moins 20 degrés Celsius, c'est colossal. Il y a eu environ, on peut dire, suivant les parcelles, entre 3 et 5% de mortalité de certains cèpes à cause du froid. Ils ont gelé. Il faudrait parler à nos vignerons québécois pour savoir comment je ne sais pas comment vous faites. On combat le froid. Donc, notamment en Côte de Nuit, ça avait été terrible. Mais en même temps, d'avoir des froids comme ça, assez extrêmes, c'est bon pour la vigne. Les vieux ils disaient, ça tue la vermine. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des terres comme ça qui vont se nettoyer, qui vont se régénérer. Très, très important. Le pinot noir, plus que le chardonnay, mais le pinot noir, on dit que c'est un cépage un peu masochiste, parce qu'il faut qu'il souffre, il faut qu'il ait froid l'hiver, il faut qu'il ait chaud l'été, pour vraiment donner tout ce qu'il peut. Alors c'est très paradoxal, mais c'est comme ça. En même temps, c'est un cépage et c'est des raisins très très fragiles. Donc voilà, souffrance et générosité. Ben, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quand même. Moi je souffre et puis vous êtes généreux. C'est ça. Hein, Dieu.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un hiver très dur, un printemps qui s'est bien passé, mais une floraison difficile. Donc on a eu coulure et 1000 rendages. Pendant la floraison, c'est là où va se passer la fécondation qui va donner les fruits. Et si ça se passe mal, alors on appelle ça des avortements de la grappe, eh ben, il n'y aura pas de grain. La grume ne va pas exister. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la coulure. Et puis une 1000 rendages, c'est la croissance de la grume qui va se bloquer. Alors pour 10 000 raisons physiologiques. Et là, ça va donner des petites grumes. On se dit, petite grume, c'est dommage, il n'y aura pas assez de jus. Mais non, au contraire, les années de 1000 rendages, c'est les années les plus exceptionnelles. Le pinot noir, c'est pas la grosse grappe là, qui pendouille comme ça, comme un chasse-là. Non, c'est comme une petite pomme de pin. Et plus les grains sont petits, mieux c'est. Alors, pourquoi c'est mieux d'avoir des petits grains? C'est juste que le rapport entre le jus potentiel, entre la chair et la peau et les pépins, voilà, plus il y a de peau, entre guillemets, plus il y aura de matière. Parce que c'est dans la peau qu'il y a les polyphénols, les arômes précurseurs, des tanins aussi. Il y a des tanins, pas que dans les pépins, il y a des tanins aussi dans la peau. Et c'est là où il y a toutes les levures aussi aromatiques qui vont faire que le vin est grand. Donc voilà, quand il y a un rapport assez équilibré entre tout ça, ça fait des vins concentrés, naturellement, mais comme ce qu'on a. Donc grande année, la grande symphonie, on disait. Et on a beaucoup encensé et 2009 et 2010. Ouais, parce que de 2009, c'était le côté très bel été, donc ça fait des vins très accessibles, très onctueux, très veloutés, un peu sexy comme ça. Et on boit les 2009 avant les 2010, ça c'est sûr. Alors il y a des 2009 qui étaient peut-être un peu trop extraits, un peu trop chauds, qui sont partis un peu sur les côtés un peu figués, un peu confiturés. Et on a dit, les 2009 c'est foutu. Pas du tout. Ceux qui ont résisté à ceux qui n'ont pas passé de l'autre côté, mais ils passent du bon côté. Et là, le cépage et le terroir surpassent le millésime. On va oublier dans quelques années que c'était du 2009. Ouais. Mais en général, les 2010 seront de plus longue gamme. Oui, ça c'est sûr. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans le pinot. Je pense que tous les amateurs de pinot sont quelque chose qui nous charme tellement, c'est le parfum. Hein? C'est un cépage qui est... et le parfum et la texture, qui peut avoir une texture veloutée en bouche, mais le parfum, j'avoue que c'est parmi les vins où je pourrais passer plus de temps presque à le sentir qu'à le goûter. Le côté parfumé du pinot noir est assez exceptionnel. C'est pas des vins qui sont... Le pinot noir, ça fait pas des vins exubérants là, qui vous assomment tout d'un coup. Waouh, qu'est-ce que c'est? Non, c'est des vins vraiment tout en longueur, tout en finesse. Et puis on se laisse... Il faut fermer les yeux puis se laisser un peu pénétrer de tout ça. Et puis quand il revient là on se dit, on est sur des petits fruits rouges, des petits fruits noirs, de la violette. Quand ils sont un peu plus vieux, sur des notes un petit peu de cuir, de sous-bois. Et puis, respirer la bouche vide si possible, mais comme ça, vous allez voir ces petites notes mentholées là. Moi, ça me surprend toujours. On a la bouche fraîche. Enfin, moi en tout cas. Mais c'est... Vous voyez, cette sensation on n'a pas un palais qui est alourdi, saturé. Quelque chose de vif, de vivant. On va faire des vaporisateurs au pinot noir. Et pourtant, malgré ce parfum et cette texture, parfois le côté le velours du pinot noir, là, on sent quand même le Claude Vougeot, il y a aussi une poigne. Il est encore très serré, très serré. Suave, mais il est encore un peu anguleux, quoi. Il n'est pas tout en velours, ça c'est sûr. Alors que... Le 2008, ça est peut-être plus suave. Mais il y a du monde encore. Et puis le 2005, là, c'est le millésime sublime. Là, il y avait tout. Il y avait tout. Monsieur, il ne veut pas ouvrir ses 2005. C'est pas très sympa. Moi, je les ouvre.
Oui, mais on le sent ici. C'est probablement presque le plus tonique des trois. Alors que c'est un vin qui a quand même on est en quoi, là, 2014? 9 ans de bouteille? Ben, pas 9 ans de bouteille, mais qui a 9 ans. C'est encore un adolescent. Il a encore 2-3 petits boutons d'acné, mais... Ça, mais c'est surprenant, hein? C'est quand même assez surprenant que le 2005 soit le plus tannique du lot ici. Mais il n'y avait peut-être pas... Est-ce que c'était aussi mûr que 2010? 2005, c'était quand même aussi... J'ai repris mes notes. En 2005, on a vendangé le 12 septembre, ce qui est quand même assez tôt. Donc ça veut dire qu'on a eu quand même beaucoup de soleil. On vendange en général 100 jours après la fleur. Hein, parce que voilà, la vigne, comme tous les végétaux, ça fait des fleurs et c'est les fleurs qui vont faire les grumes. Et ben, à 1 jour, 2 jours près, quand on voit sa vigne, et ben, on sait que c'est 100 jours. Et ce que disaient les vieux, ben, chaque année, ça se répète. Et comme on avait eu une floraison très précoce, parce qu'on a eu un printemps très précoce, bon, on a vendangé plus tôt. Donc vendanger tard ou tôt, ça ne veut pas dire que le vin est meilleur ou il est forcément différent. Mais là, la structure tannique, elle vient de cette précocité. Mais les rafles étaient très mûres en même temps. Là, on a fait, le Vougeot, je ne me souviens pas, mais je sais que pour le Richebourg, le Grand Échezeau et le Corton Maréchaude, on avait fait moitié de vendange entière. C'est-à-dire que plutôt que de tout égrapper, on gardait la rafle, parce que la rafle, elle n'était pas verte. Et on la voyait, elle avait été déjà un petit peu marron, on ne pouvait pas la sucer comme ça, mais elle n'apportait pas du tout de verdeur, de côté herbacé. Donc là, dans ces cas-là, on les met dans la cuve. Ça, on en parle beaucoup, puis peut-être pas pour le bénéfice de tout le monde. Là, quand on parle de macération entière avec les rafles, pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Nous, on n'a pas vraiment de religion là-dessus. On est très, très empirique et puis très, très souple chaque année. Là, sur 2014, il y a des parcelles où on a mis jusqu'à 30% de grappes entières. Quand on est sur les tables de tri, on les regarde, on les prend, on les touche et on voit là où ça a été coupé, la petite queue. Si on voit que c'est bien marron, on sait que la grappe est mûre. Donc celle-là, on la met de côté et on la mettra après dans la cuve. Alors pourquoi faire de la vendange entière? En général, ça apporte beaucoup de fraîcheur, hein, ce petit côté mentholé, là, ce petit côté un peu aérien. Et puis ça a un inconvénient, c'est que ça mange un peu ça efface un peu la couleur, parce que les anthocyanes, ça s'appelle comme ça, les anthocyanes qui sont dans la peau du pinot noir, ben, elles vont aller se greffer, se coller sur cette rafle. Donc c'est autant qu'il n'y aura pas dans la couleur du vin. Mais voilà, sur le côté digeste du vin et son côté frais, un petit peu aérien, la vendange entière, c'est vraiment génial. Mais ça va augmenter aussi la charge tannique? Oui, parce qu'on va prendre aussi des tanins de la rafle, de la branche. Alors si c'est pas mûr, c'est vraiment pas bon. Là, on va accentuer le côté trop précoce de la récolte. Donc là, le 2005, vous nous dites que vous avez récolté le 12 septembre, oui. Mais toujours en comparaison avec le 2010, là, le 2010, ça a dû être récolté assez tôt aussi? 2010 okay. Eh ben non. Le 23 et le 24 septembre pour le Clos Vougeot. OK. Bon, hiver très froid. Mars, alors là, génial. Le Redoux, ça y est. Bon, j'allais dire une horreur, mais bon. Il fait beau, les jours rallongent, les jupes raccourcissent. Mais après, au mois de mai, très pluvieux, il a fait très froid. Et là, coulure, 1000 rendages. Et c'était 2010 la plus petite récolte qu'on ait jamais faite depuis 25 ans. Alors, très beau millésime. Alors, la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas assez de volume. C'était tellement bon, mais il n'y en avait pas assez. On ne peut pas tout avoir. Ben non. Donc la charge tannique beaucoup plus imposante dans le 2005 est expliquée en grande partie par cette vendange pas mal plus précoce. Ouais. Après, j'espère que vous n'avez pas senti trop non plus de bois, parce que vraiment, chez nous, dans la famille, on met pas... Enfin, bien sûr, on élève les vins en fût, mais on va chercher, pas forcément à mettre que du fût neuf sur toutes les cuvées. On va chercher des grains très fins, voire même des volumes, des tonneaux plus gros que les 200
On a 225 litres, 288 bouteilles, parce qu'on va chercher plus des élevages longs avec des chauves de bois très très douces, pour ne pas avoir ce côté pain grillé trop présent. Donc là, on cherche vraiment la micro-oxygénation le plus longtemps possible. On les secoue le moins possible, on les filtre le moins possible, on est le moins interventionniste possible. Et le fait d'avoir l'écuverie sur les lieux de production, la cave est là, tout est là, il y a de la gravité partout. Enfin, ceux qui sont venus, j'en vois certains, là, notamment un monsieur, là, voilà, c'est pas de pompage. Il faut que je fasse encore ma pub là. Donc, depuis 15 ans, on a changé aussi toutes nos méthodes culturales. On est passé voilà, il y avait du chimique à l'époque, il y avait du désherbage, il y avait tout ça. On est passé en lutte raisonnée. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des traitements systématiques, on a commencé à regarder, à réfléchir un petit peu plus. Et puis, depuis 7 ans, on est passé en conversion biologique pour toutes nos parcelles. Et cette année, on a la certification, comme quoi ce qu'on dit est vraiment vrai. Donc, tout est en bio. Alors, là encore, ce n'est pas une religion, mais quand on sait que notre richesse, c'est ce qu'il y a sous nos pieds, c'est le sous-sol, ben voilà, ben il faut pas le négliger, il ne faut pas le spolier, il ne faut pas l'abîmer. Les racines, je ne vais pas répéter ce que vous avez pour certains déjà entendu hier, mais ça va très profondément. Quand on parle des 1240 climats de Bourgogne, on ne parle même plus d'appellation, on parle de climat. Hein, c'est un petit clos, un petit coin ici. Alors ça paraît complètement dingue d'un point de vue marketing. Vous vous dites, mais ces Bourguignons, ils sont complètement à la ramasse. Comment faire la promotion de 1300 vins différents? Ben, c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, c'est une énorme faiblesse et une énorme force. Quand on parle de climat en Bourgogne, contrairement à quand on parle du climat d'habitude, on lève les yeux au ciel, tiens, il fait beau. Non. En Bourgogne, les climats, on regarde nos pieds, puis on regarde sur quel terrain on marche. Il y a du calcaire, pas de calcaire, beaucoup d'argile, etc., etc., etc. Pourquoi la tâche est si bonne? La tâche Grand Cru de M. Aubert de Vilaine, eh ben, c'est qu'elle a un voisin qui s'appelle le Vosne Romanée Premier Cru Les Mâles Consorts, qui est quand même très bien placé. Alors on se dit, mais entre ça et ça, il ne faut pas nous raconter d'histoire. Eh ben, on va faire autre chose, non? Parce que là, c'est deux propriétaires différents, deux viticulteurs différents. On va prendre notre clos des Maréchaudes à Corton, 2 hectares. Dans ces 2 hectares, il y a un demi-hectare, c'est du Corton Grand Cru, 1,5 hectare, c'est du Allos Corton Premier Cru des Maréchaudes. C'est les mêmes rendements, c'est José qui fait la vigne, c'est le même. On passe les mêmes charrues, on vendange quasiment le même jour, c'est le même élevage. Eh ben, hop, hop. Pas besoin d'être expert, mais vraiment. Voilà. M. Gauthier, vous l'avez déjà expérimenté. Pourtant, il ne connaît pas grand-chose. Et ben, même lui... Excuse-moi, Président Martin. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'était évident que c'était différent. Eh ben, les moines, ils ne se trompaient pas. Ils n'avaient peut-être pas la connaissance des sous-sols, de tout ça. Et après, quand on fait les forages, eh ben, on voit que les couches géologiques, eh ben, elles ne sont pas tout à fait pareilles. Que quand il y a eu la poussée du Jura, la poussée des Alpes, les accidents, les alluvions, eh ben, voilà, ben, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, préservons le sous-sol. Préservons. Et quand on parle de vieilles vignes, on dit la vieille vigne, mais la vieille vigne, pourquoi on aime les vieilles vignes? Parce que les vieilles vignes, elles ont des racines qui poussent, qui sont très profondes. Pourquoi il faut reprendre les labours de la terre? Pourquoi il faut faire vivre cette couche supérieure du sol? Parce que si on ne laboure pas, si on fait juste du désherbant, ben les petites radicelles, la vigne, elle est feignante, hein, c'est une liane, elle va se nourrir, elle va boire en surface. Alors que si on passe la charrue, alors des socs plus ou moins profonds, on va couper ces radicelles et on va pousser le système racinaire à aller en dessous pour aller manger, pour aller boire. Si bien que dans les années très sèches ou les années très pluvieuses, la vieille vigne bien enracinée, elle s'en fout. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut en dessous. Bien équipée. Elle est bien équipée. Ouais. Donc on vous attend à nouveau bientôt pour une dégustation comparative du Clos de Vougeot, parcelle du bas, parcelle du milieu et parcelle du haut, et une dégustation comparative du Corton Grand Cru puis du Premier Cru des Maréchaudes. Eh bien d'accord. Mais c'est un... Ah, mais c'était important pour moi
pour plein de choses de venir aujourd'hui. Parce que ça fait depuis 1926 qu'on expédie du vin ici au Québec. Le premier envoi de la Maison Bichot au Québec à la SAQ, c'était Mon grand-père avait 26 ans en 1926 et il a envoyé ça à la commission des liqueurs. Je crois que ça s'appelait comme ça. On a encore c'est un espèce de télégramme. Et puis voilà, puis on a développé beaucoup les affaires avec la commission des liqueurs, puis la régie des alcools, puis la SAQ. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément les très grands vins qu'on expédiait. Le Canada, les États-Unis découvraient les grands vins d'Europe et de France. Donc on a été plus connus pour, je ne vais pas parler d'entrée de gamme, mais pour les appellations régionales. Pour le Bourgogne rouge, Bourgogne blanc, le Chablis, le Pouilly-Fussé. Alors que dans d'autres pays, on était plus connus pour tous ces grands vins. Donc je suis très heureux ici de vous dire qu'on fait aussi, on essaye de faire des très grands vins. Et puis les gens de la SAQ, ils sont tellement bons qu'ils vont même les acheter pour vous. Il reste 4 minutes. Mais je crois que vous vouliez aussi dire par rapport au terroir, puis comme oui, vous êtes propriétaire de terre, mais vous en êtes que les gardiens. Ah oui, ça c'est une... Oh, Véronique, vous êtes parfaite. Non, la perfection s'ennuie. J'ai fait un songe cette nuit. Non, en fait, je suis un gars hyper stressé, hyper anxieux, et je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne veux pas pouvoir donner de conclusion, parce qu'on ne peut jamais conclure. Mais il y a une phrase, bien sûr, qui n'est pas de moi, qui est de Saint-Exupéry, qui parlait de l'agriculture en général, de la terre, et puis qui disait, on n'hérite pas la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Et ben, moi, je trouve ça génial, parce que ça donne ça donne du sens, déjà, ça donne une dimension historique du passé, du présent, de l'avenir, du respect des sols, du respect de la famille, du respect de ses amis, de tout ça. Enfin, je trouve ça fantastique. Bien dit. On peut peut-être, s'il reste que 3-4 minutes, prendre quelques questions, s'il y en a. Oui? Parlez fort. Bon matin, Albéric. Il est là. Oh! J'ai changé de voix. J'aurais aimé que tu nous parles, 30 secondes, des hospices de Beaune, puis les Trois Glorieuses. Parce qu'on parle de toi dans les journaux partout. En 2013, tu as fait un ravage. Parle-nous-en. Je t'écoute. Ça, c'était une des raisons aussi pour laquelle je suis venu. Et là, je vous dis, mais vraiment, chapeau, bravo, parce qu'on est là quand même pour une fondation, pour un hôpital. Et que le vin et l'hôpital fassent bon ménage. Alors, un Bourguignon, un Beaunois, un gars comme moi, né aux Hospices de Beaune, d'entendre parler ça, mais allez raconter ça aux Français, au ministère de machin, que le vin et l'hôpital fait bon ménage, ils vous prendraient pour des fous. Et là, je trouve ça génial. Et le parallèle, vraiment, Pierre, je te remercie de cette très bonne question. Parce que c'est ce qu'on fait, nous, depuis 1443 à Beaune, avec les Hospices de Beaune. Il y a eu un hôpital créé pour les pauvres. C'est devenu un hôpital vigneron, parce qu'au cours des siècles, il y a des généreux bienfaiteurs, donateurs qui ont offert des vignes, des bois, des terres. Et puis voilà, depuis près de 160 ans, le 3e dimanche de novembre, l'hôpital met en vente sa récolte. L'hôpital, son but, c'est pas de faire du vin, d'aller le commercialiser et tout. Donc voilà, on récolte en septembre, et puis en novembre, on vend tout ça en tonneaux, et toute la récolte, tout l'argent va aussi à l'hôpital. Et ce qu'on fait là, c'est en droite lignée. En fait, vous êtes un peu bourguignon, je crois. Vous êtes les dignes descendants de Nicolas Rollin et Guigone de Salins qui ont créé cet hôpital de Beaune. Bravo, moi je dis chapeau. Et puis tous ceux qui peuvent un jour acheter des Hospices de Beaune, je crois que vous gagnez votre paradis à le faire. Vous pourrez boire en bonne conscience parce que c'est pour les bonnes choses. La bonne cause. Et si vous venez à Beaune, que vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, puis vous dites « j'ai acheté un petit peu d'Hospice de Beaune », vous allez voir le traitement de faveur. J'en dis pas plus, mais voilà. C'est pas mal du tout comme assurance maladie. On avait une autre question, monsieur? Il y avait une question? Non? Oui? J'avais une question difficile, mais pas intéressante. 2003. Ah, mais comment? Vous êtes un homme stressé, vous avez sûrement dû stresser en 2003.
Des Vous commentaires dites que c'est une demandés question sur le millésime difficile et 2003. pas intéressante. Ben, c'est intéressant parce que moi je reste encore peut-être le manque de foi. Non. C'est foutu. La question porte sur le Pardon. millésime 2003. Mais c'est pire en blanc qu'en rouge. Oui, puis vous avez plus de blanc en plus. Non, buvez-les maintenant. Buvez-les. Mais d'une manière générale, je parle vraiment que pour la Bourgogne. Là. Je suis un peu militant, un peu village d'Astérix à mon corps défendant, mais buvez les Bourgognes. La vie est trop courte, vraiment. Alors, même si là, il y a sûrement des grands collectionneurs, mais collectionnez d'autres choses, mais buvez les Bourgognes. Vraiment. Non, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on fait pas des vins pour qu'ils soient. C'est pas pour de la spéculation financière, c'est pas pour qu'ils tournent à travers le monde dans les encans. Buvez-les, partagez-les surtout. On boit jamais tout seul. Parce que, voilà, on rigole, tout ça, le vin, on fait du vin, mais on fait pas du vin pour faire du vin. Je parle au nom de pas mal de bourguignons. Le vin, c'est pas une fin en soi. La vraie fin en soi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de partager, c'est de communier ensemble. Qu'est-ce qu'on partage vraiment aujourd'hui avec ses amis, avec sa famille? Du temps, un bon pot-au-feu et puis une bonne bouteille de vin. Et en plus de ça, c'est bon pour le système cardiovasculaire, c'est bon pour Alzheimer, c'est bon pour la vue, c'est bon pour les zygomatiques. Mais que tout le monde boive du vin de Bourgogne. Nos grands dirigeants, nos grands financiers, tout. Hein? Entièrement d'accord. Mais la vie serait quand même... On va devoir s'arrêter là, Albéric, sur ces bons mots. Merci infiniment. Et en effet... J'ai deux secondes. Moi, ça m'a bluffé, là, ce que j'ai vu, de vous voir, que vous leviez si tôt le samedi matin pour tout ça. De la générosité, parce que quand même, vous avez tous payé un ticket impressionnant. Tout ça, c'est pour le vin, pour la fondation, et puis toute cette organisation que j'ai découvert, mais tous les anonymes dont on ne parle pas, tous ceux qui organisent ça, moi, je voudrais leur dire bravo, chapeau à tous ces gens-là, tous ces bénévoles. Et s'il y en a certains qui sont déjà venus en Bourgogne, s'il y en a certains qui ont déjà vu ce que c'était que de lever les bras pour dire merci, pour encourager, pour dire j'ai faim, j'ai soif, si ceux-là peuvent se lever avec moi pour lever les bras, vous voyez à quoi je veux en venir ou pas? Alors, attendez, rapidement, alors, on fera le membre bourguignon, mais merci à tous. Merci encore à Broccolini pour notre partenaire pour cette dégustation. Et rendez-vous dans quelques minutes de l'autre côté. On s'en va faire un tour en Espagne avec un autre producteur extraordinaire. Merci beaucoup, Albéric. Merci. On y va? 3, 4. La 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 la. Bravo.